vol. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Donc aujourd'hui, je suis en mode avion avec Samantha Mazera et Diane Clavier, qui sont deux auteurs, deux autrices. En fait, ce sont des filles qui écrivent des textes. Vous savez, au théâtre, au cinéma, à la télévision, il y a des filles ou des garçons qui écrivent des choses, en fait, pour que les comédiens ou les comédiennes ou les acteurs ou les actrices les disent. Alors parfois, c'est aussi des acteurs qui écrivent ou des actrices, mais là, c'est des autrices. Et donc là, il y a Samantha qui est à ma droite. Bon, vous voyez pas parce que c'est de l'audio. Ça va, Samantha ? Ça va super. À ma gauche, il y a Diane. Ça va, Diane ? Ça va super. Et là, donc, il y a du rosé qui vient de se... J'ai du champagne. Qui vient de tomber dans mon verre. Merci. Alors, c'est assez marrant. Merci beaucoup. On est au restaurant. On est au Mont-Paris, à Paris. C'est marrant, c'est Mont-Paris, à Paris. C'est assez rigolo. 7e, on n'est pas dans le 7e ici. Ah non, je pense pas. On est dans le... On est dans le 8e, non ? On est dans le 8e. Ah, 9e. Ouais. 9. Oui, on est donc au Mont-Paris, dans le 9e. C'est ce que tu à viens côté de dire. du théâtre Édouard VII. Mont-Paris à Paris, chez Valentin Roulière. Un jeune dynamique restaurateur. Et donc voilà, on va déjeuner, on va parler. Alors c'est sûr que ça fait un peu peur au début. Quand j'ai appelé Samantha et Diane, oui, alors, c'est pour faire une interview ? Ben non, je suis pas intervieweur, c'est pourquoi ? Mais nous, on n'a rien à dire, on sait pas. Ce qui reste vrai. C'est assez bizarre, Mais c'est d'abord un prétexte pour manger et se retrouver, parce que là, on a été confinés quand même pendant 2 mois. Et donc, du coup, à votre santé. Voilà. Tiens, Allez hop. on trinque pas. Bah non, Covid. T'es encore en mode... Non, on peut pas trinquer. Alors, je précise, et je dis que aux gens qui nous écoutent, que par contre, nous sommes complètement à poil. Parce que là, du coup, par rapport aux gestes barrières, on s'est dit, donc on a juste des gants pour boire l'alcool, mais voilà, donc de toute façon, vous pouvez rien voir, donc après, on voit autour de nous qui est plus content de revoir l'autre. Évidemment, c'est des vannes pourries pour s'en remettre à niveau. Et donc voilà, donc il n'y a pas... Maintenant, c'est une conversation, on dit ce qu'on veut. Okay. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, d'en savoir un peu plus parfois sur leur métier ou pas. Et il se trouve que vous êtes auteur. Est-ce que vous avez toujours été auteur, autrice d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est quoi le terme ? Nous, on s'en fout un peu, on dit auteur. Moi, je dis scénariste. Ah ouais. Marc, scénariste, c'est pas mal. Ouais. Depuis toujours ? Ouais. Depuis plus de 20 ans. T'as jamais rien fait avant ? Bah, tu faisais pas des pizzas sur la plage ou... Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait hôtesse d'accueil. Ah voilà, tu vois ? Grâce à mon physique. Ouais. Et ton sens de l'accueil. Aussi. Tu vois, t'as quand même vachement joué dans cette carrière. Et ça, c'était quoi ? T'as arrêté quand ? Il y a 6 mois ? Non, mais ouais, auteur depuis toujours. Quasi. D'accord. Ouais. Et vous êtes rencontrés comment ? Toi aussi ? Moi, j'étais journaliste avant. Ah, voilà. Ouais, en Irak. non, j'étais... Ah, c'est bien, tu peux garder ça. Ouais, je vais garder ça. Donc, j'étais journaliste, mais ça n'a pas duré des années. Si, moi aussi, j'ai fait ça, ouais. J'ai bossé dans un canard qui s'appelait Synopsis, qui était un magazine de cinéma qui parlait pas mal de scénarios. Mhm. Et après, moi, ça a été un peu par hasard, quand même, le scénario. Je voulais pas faire ça, forcément... Non, mais parce qu'il y a toujours des gens qui écoutent et qui se trouvent... Enfin, comme nous, on a toujours... T'écoutes une émission, que ce soit un podcast ou à la radio, et puis tu te dis, quand tu apprends le parcours des gens, ça fait toujours plaisir de te dire, tiens, elle était hôtesse d'accueil, l'autre, elle était un peu journaliste, a priori en Irak ou je sais pas où, mais oui, en tout cas, et les deux sont devenus 2 scénaristes. On en parlera après, mais vous avez quand même créé, entre autres, votre série, quand même, l'année dernière, qui s'appelle Fête des Gosses. Ouais. Ça donne de l'espoir à tout le monde de savoir qu'en fait, on peut être d'horizons complètement différents et se retrouver à faire quelque chose, parce que c'est les affinités et puis surtout le talent, parce qu'il y a le style Clavier Mazera, que moi je définis parce que j'ai eu la chance de travailler avec vous. C'est du boulot, en fait. Il y a un peu de talent, beaucoup de travail. Quoi. Mais alors au début, comment ça se passe ? Parce que les premiers trucs qu'on écrit, c'est quoi ? C'est comment ? Moi, le premier 90 minutes que j'ai écrit, il faisait 185 pages. Il n'était pas très bien calibré. C'était long, voilà, mais je commençais, c'était la première fois. Non, moi je pense qu'on apprend sur... Enfin, moi, le scénario, il n'y a pas... j'ai pas fait d'école, rien, quoi. Oui. Et en fait, je trouve que plus on... C'est l'avantage de ce métier qui est un peu différent de certains autres. C'est que je trouve que plus on écrit, plus on travaille mieux et plus on sait écrire, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi.
Non, moi j'ai découvert le métier de scénariste à la fac, où j'avais pris une option littérature et cinéma. Et où j'ai découvert le travail de Jacques Prévert, enfin le binôme Jacques Prévert, comment il s'appelle, Marcel Carnet. Marcel Carnet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert. Je ne savais même pas que le métier de scénariste existait, quoi. C'était vraiment. Et en fait, comme c'était un peu la dèche et tout, et que je pouvais pas me consacrer complètement à mes études, je bossais en même temps. Et je me suis amusée, entre guillemets, à regarder mon film préféré, qui était Blade Runner. Et le regarder en boucle, en essayant de comprendre comment était foutu le scénario, et donc à faire des arrêts sur image, à l'époque magnétoscope, en VHS, et à faire des arrêts sur image systématiques en notant la situation, le dialogue, comment la caméra, comment est foutu le plan et tout ça. Et j'ai fait ça pendant, une année entière. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais écrire un petit cours et puis on verra bien, voilà. Et ça a bien. Et ça l'a fait, en fait. Ouais. Et les deux, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Une série de France Télévisions. Une série de France Télévisions, produite par Éléphant. Un succès pendant 10 ans. Ouais, où Sam est arrivé prendre la dire de colle, la directrice de la colle. Ah voilà. Il faut préciser, parce qu'on ne connaît pas le jargon. Parce que je suis plus âgée que Diane. J'étais censée être plus expérimentée, donc il m'avait nommée directrice. Ah oui, normal. Oh, puis t'étais plus expérimentée pour le... Pour rien, enfin pas pour la direction en tout cas. Non, mais pour donner des ordres, tout ça. Mais non, mais l'amitié... en fait, pas du tout. Parce que la personne là que vous ne voyez pas est infecte. La personne en face. Infecte. D'accord. On parle d'une chipie. On parle d'une chipie. Une mauvaise, une méchante. Une pestouille. Ouais. Une coquinette. La première fois qu'on s'est rencontrés, moi j'ai été vachement sympa. Et elle, pas du tout. Ah, parce qu'elle était chef sur le projet. Non, méchante. Elle était méchante, J'ai vu que Diane était très sympa et je me suis dit ça cache quelque chose. Forcément, c'est pas une vraie sympa. On se méfie dans ce métier. Méfiance, c'est important, voilà. Très grosse méfiance. Et je me suis dit... accompagnée à l'arrêt de bus. Non, mais elle a été adorable et je me suis dit c'est pas net. C'est pas normal. Et d'office, je peux pas la blairer et je m'en méfie. Bah d'accord, donc c'est... Elle est une hypocrisie sans borne. Je ne vais pas la garder dans l'équipe parce qu'on m'avait dit que je pouvais faire un choix dans l'équipe, virer des gens, garder des gens. Et d'entrée de jeu, je me suis dit, je trop polie pour être honnête. Trop polie pour être honnête, trop souriante, trop sympa. Et je me suis dit, chacun son point de vue. Et du coup, je me suis dit, non, je vais pas la garder. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que ça arrive dans plein de boulots. Ouais. Souvent, on pense à ceux qui sont devant la caméra, comme moi par exemple, où on se dit, c'est la guerre entre les acteurs, le mec qui veut être au premier plan, derrière. Ah, mais chez les scénaristes, c'est une guerre de l'ombre. Hein. Mais il y a des égos surdimensionnés. Et souvent, c'est vrai. Mais ce que tu dis, c'est bizarre. Mec trop cool, trop sympa. Il y a un truc. On se méfie. J'étais pas habituée à ce que ce soit sincère. Hein. Et Diane, elle est franche. Donc, si elle a envie d'être sympa, elle est sympa. Si elle t'aime pas, tu le sens très vite. Oui. Donc, elle avait envie d'être sympa et c'était sincère. Et comme je suis quand même un petit peu capable de remettre en question mes premières impressions, parce que je sais que je me plante, je sais que... Je suis pas du tout devin. Donc je lui ai laissé sa chance et depuis on est amis à la vie, à la mort. Vraiment. C'est non, c'est une super rencontre. Comme quoi, c'est pas passé loin. Hein. Mais c'est souvent comme ça dans la cour de l'école. Tu te tapes et après tu deviens pote, quoi. Puis surtout, on a eu une aisance et c'est pas évident en tant que scénariste, parce qu'on peut pas écrire avec tout le monde. Mais je pense qu'on est aussi connu que c'est très précis quand même l'écriture et le délire. Il faut avoir envie de chanter la même chanson, quoi. Putain, c'est beau. Et puis on s'arrête une seconde sur cette phrase ou on passe. On se recueille 2 secondes. En fait, c'est super dur de s'accorder, d'être un duo de scénaristes. Enfin, moi, je trouve que c'est comme une histoire de couple, quoi. C'est super compliqué. Pour que ça marche, pour que ça dure, pour qu'on continue à se faire rire, pour qu'on ait encore envie de se voir. Oui, puis qu'à la lecture, on ne sache pas qui a écrit quoi. Oui. Après, il nous sert quand on veut. Hein. D'accord, ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas ce qu'on raconte, en fait. Non, mais je te dirais... T'as juste envie de manger. Non, c'est juste pour vous. C'est un prétexte, en fait, c'est parce que tu veux bouffer. Tu veux bouffer tout seul. Non, mais c'est quand même important parce que tu peux t'apprécier humainement, mais sur l'écriture ou les vannes, tu peux avoir des potes. Et surtout qu'en télé, on nous demande beaucoup d'écrire à plusieurs. Donc souvent, on nous
parfois, malgré nous, on essaye de faire, les prods essayent de faire des associations ou les agents, parce que pour écrire en télé, il faut être plusieurs, nanana. Ouais. Et c'est rare que ça fonctionne. Et franchement, nous, ça a fonctionné tout de suite. Et en vrai, aujourd'hui, moi, j'aurais beaucoup de mal à écrire avec quelqu'un d'autre. Mais après, vous êtes aussi... Enfin, moi, comme je vous connais un peu, comme j'ai travaillé sur la série avec vous, sur votre série Faites des gosses, mais ce qu'il y a en plus, c'est que vous êtes très proche des équipes. Parce que souvent, les auteurs sont dans un coin un peu... Après, c'est aussi nous qui avons lancé ce mouvement-là. Parce qu'il y en a comme ça un peu des gens dans leur chambre de bonne au 8e. Non, mais complètement. Mais souvent, il n'y a pas de passerelle alors qu'on a le même projet, on est censé être dans le même enthousiasme. Et souvent, il n'y a pas de passerelle. Après, très sincèrement, je pense que notre grosse qualité, c'est qu'on n'a pas d'ego très lourd, quoi. Donc, on part du principe qu'on est super enthousiaste de voir notre texte prendre vie. On est super curieuse de voir comment ça se passe. En plus, ça nous apprend, c'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse. Donc, entre écrire et voir comment ça se construit, comment ça se filme, il y a quand même des fois des différences. C'est bien de le savoir, c'est bien de l'apprendre. Et je pense que comme on est dans une démarche super contente, on a un projet qui se met en place, on est super contente. Au final, on est assez content de nous avoir sur place puis il y a le moindre pépin, on peut réagir, on peut changer un bout de dialogue, on peut réagir à un décor qui saute parce qu'il y a la pluie et que tout d'un coup tout le monde doit se rapatrier en intérieur. Bah, si on est sur place, c'est tout bénéf pour tout le monde et pour nous, quoi. Et pour nous, parce qu'en plus, on a l'impression c'est très abstrait ce qu'on fait quand même. Donc tout d'un coup, d'être sur place, ça nous donne l'impression de la concrétisation. De participer à la concrétisation. Et ça, c'est un kiff absolu. Ça vous est déjà arrivé justement d'écrire des choses et quand tu vois le truc fini, tu dis mais putain, c'est pas du tout ce qu'on avait écrit quand même. Très souvent. Et tu dis et donc là, t'es très déçu. Mais je pense que c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, on a essayé de plus en plus d'aller sur des tournages. Ouais. Oui, parce qu'en plus, moi je trouve particulièrement en comédie, quand tu arrives à avoir une séquence en comédie qui marche, où tu as justement toutes ces marches-là pour arriver au bon endroit et tout ça, nous, c'est compliqué à écrire et c'est rare quand tout d'un coup tu dis putain, cette séquence, elle va... Et c'est vrai, quand tu te rends compte que la réal est pas sur la bonne réplique, sur la bonne réaction, et en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, la caméra, c'est une deuxième écriture. Ouais. Donc, si les deux sont pas vraiment raccords, nous, c'est vrai qu'on avait sur certains projets des séquences de comédie qui, tout d'un coup, visuellement, ne fonctionnaient pas aussi bien qu'on l'aurait pensé parce que, le plan est pas sur la réaction, sur la bonne réplique, le rythme est pas là, en fait. Bon, après, vous pouvez aussi, quand t'es auteur, justement, comme on ne voit pas ta gueule ou on connaît ton nom, enfin, t'es moins grillé de ce côté-là, le côté notoriété, tu peux aussi te dire, tiens, j'ai fait tel truc, j'ai écrit ce téléfilm, je l'ai fait pour l'oseille ou pour manger, parce que c'est aussi ça notre métier, ça c'est intéressant. Ouais. Ou un truc qui, tu vois, alors que moi demain, si je fais la pub pour une eau minérale et que c'est vraiment bidon, ça peut me griller, parce qu'on te voit tous les soirs, ça peut te griller pour 6 projets, et donc tu le fais pas. Un truc que comprendrait pas ton banquier, en disant mais comment vous avez refusé cet argent là, parce que bah oui mais monsieur, moi je travaille pas pendant 6 mois, vous voyez que mon découvert de 100 000 €, mais bon moi il faut que je vive. Moi je suis à moins 100 000 par mois, il faut que je vive monsieur. Vous savez pas ce que c'est ce métier, vous ne savez pas ce que c'est. Non mais après dans nos CV il y a des merdes, il y a des trucs pas bien, mais après après attention, je dis pas forcément merde parce que ça te construit aussi. C'est un chemin. Alors d'abord, ça te construit aussi, mais ça tout le monde le voit pas forcément de cet œil-là. Mais c'est surtout, est-ce que tu considères que c'est une merde parce que ça a pas fait assez d'audience? Toi, t'en es fier et tu trouves que c'est un bon truc, mais la chaîne qui regarde les audiences va dire cette scénariste-là, elle fait pas, c'est pas génial ce qu'elle écrit. Ou bien des trucs qu'on cartonnait, ou moi perso, c'est une cata quoi. Alors ça m'a bien aidé à une période, mais je vais pas le revendiquer. En revanche, la chaîne qui va t'appeler va dire c'est super, vous avez fait ça à l'époque, ça a fait 6 millions. Il y a une époque où moi quand j'ai commencé, j'ai des audiences à 8 millions, mais pitié quoi. Enfin si on me recrute là-dessus, ça me fait un peu mal en fait. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est d'arriver à un moment donné à une cohérence avec soi-même, où là, comme par exemple, vous avez créé une série. Ouais, ça nous est arrivé d'accepter des projets en commun, on va pas se mentir, pour cachetonner un peu. Mais au final, on les a toujours fait. Oui, puis à un moment aussi, il y a un moment, il faut travailler. Et un scénariste qui écrit pas, c'est pas un scénariste, en fait. Ouais, exactement. Un acteur qui joue pas, il est pas acteur. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut... Ouais, mais je suis d'accord. Et puis, c'est un autre défi. En fait, j'ai appris ça. Faut faire ça, quoi. Mais moi, c'est ce que je me dis depuis pas longtemps, parce que j'ai l'impression j'ai vécu la période Canal, qui était dans un nuage
surréaliste. Et en fait, depuis que j'ai arrêté Canal, c'est là où je me suis dit, j'ai commencé ce métier et je deviens vraiment comédien parce qu'en fait, j'ai plus mon salaire récurrent qui tombe tous les mois en faisant mes blagues que j'adore. C'était une super époque. Mais là, je suis vraiment comédien parce que t'as un projet qui se fait pas, t'acceptes. Du coup, l'autre, tu le feras pas. Puis t'as diversifié ce que tu fais. Voilà, et puis t'essayes des choses. Et tu vas dans des trucs que j'aurais jamais fait avant. Ça, c'est quand même de travailler le maximum du temps. Parce que nous, on est quand même des gens, si on ne toi, si tu joues pas, tu travailles pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même dans ta vie, il y a un côté, on n'est pas... Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de le... Et puis nous, on n'est pas intermittente. Hein. On n'écrit pas, on ne gagne rien. Ouais. C'est aussi, mais d'ailleurs, moi non plus, je ne suis pas intermittent. Tu vois, le statut d'auteur, il est intérêt à taffer. Mais ça, quand tu bosses pas, t'es pas payé. Quoi. Juste pour revenir à ce que je disais, on a accepté... ça nous est déjà arrivé, mais en tout cas, on les a quand même toujours fait. On s'est jamais dit, vas-y, c'est bon... c'est de la merde, on fait de la merde, on fait de la merde. Jamais. On a toujours essayé de trouver un truc bien, enfin un truc positif, de faire aller ça va être plus drôle, ça va être plus. On n'a jamais fait ça en se disant allez, on prend le chèque et on se casse. Quoi. Sans être cynique, hein. Ouais, jamais. Jamais. Et il y en a des scénaristes cyniques. Hein. Oh, et puis bon. Puis t'as des scénaristes qui ont vraiment l'impression qu'ils ouvrent la mer en deux et qu'ils ont une page dans la Bible. Hein. Enfin, tu vois, nous, c'est vrai qu'on n'a pas ce. Non, après moi, ce qui est marrant, on n'a pas ce rapport-là à notre travail, quoi. Voilà, déjà, j'ai pas non plus ce rapport-là. Pour moi, en tout cas, le scénario, c'est vraiment un outil de travail. En fait, c'est pas du tout un objet littéraire. Ouais, c'est vraiment faut pas un toucher outil de travail. À la virgule près. Non, et après, qui est dans les mains du réalisateur puis des acteurs. C'est un canevas, enfin c'est un outil de travail. Par définition, un scénario, c'est pas une œuvre finie. C'est un fond de tarte. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais non mais c'est un fond de tarte. Après, si ta tarte elle est dégueulasse, t'auras beau mettre les meilleurs fruits et ça dérape. Tu vois. Magnifique. Ouais, merci Fred. Il dérape complètement là. Non, mais je pense aussi le fait c'est l'ego qu'on met pas dans le scénario. C'est important quand même ça. Sinon tu deviens dingue, surtout en télé. Enfin, il y a un moment. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que justement la série qu'on a faite ensemble, donc votre série que vous avez créée, Fête des Gosses, je vais le dire un maximum pour que les gens regardent, parce qu'il y aura certainement une dizaine de saisons, le style Mazera Clavier. Voilà, donc on n'a pas fini d'entendre parler de nous. Non, on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Ouais. Mais justement, c'est ce que j'ai senti, c'est que tous les gens autour de Philippe Lefebvre, le réalisateur, qui s'était retrouvé là-dessus, et les comédiens, les comédiennes, merci. C'est qu'il y avait ça, il y avait beaucoup de gens en fait qui sont juste contents de faire leur métier et qui n'ont pas un ego par rapport à leur position et tout. Et donc, bizarrement, c'est ce qui a... Enfin, justement, même positivement, c'est ce qui a pris dans cette série. C'est que tout le monde a bossé au service de la série, en fait. Comédien, comédienne, voilà. Tout le monde a bossé au service de la série. Ça a bossé beaucoup. Hein. Et ça a taffé beaucoup. Ouais. C'est une belle journée. Vous, les acteurs, Philippe le réal, nous... C'est pour ça qu'on a autant kiffé, je pense. Et il y a des gens qui nous prennent en photo, c'est normal. C'est du... on commence un peu à avoir une petite notoriété, donc on est pris en photo même dans des restaurants fermés. Surtout toi, parce que nous, quand on dîne toutes les deux sans toi, bizarrement, personne ne nous... Ouais, mais là, c'est l'effet podcast. Ouais. On n'a pas fait les audiences de Casa de Papel. Mais bon... Casa de Papel, c'est très marrant, parce que justement, moi, j'ai regardé le documentaire sur Netflix, et il raconte comment... Donc, c'est la saison 1... Ils l'ont mis sur la chaîne, je sais plus la chaîne, une des chaînes comme nous, TF1, France 2 ou M6. C'est espagnol, c'est ça ? Ouais, c'est espagnol. Une des chaînes nationales. Sur la UNA. Sur la UNA ou la... Ou la DOSA, enfin je sais pas comment on dit. La Tresse. Après. El hombre del pueblo, a la derecha del camino se le llama Federico. Soy un alumno de la clase de español. ¿A ti te gusta comer el pulpo? Y la creveta, las huitras, el bulot, la mayonnaise. También. A mí me gusta comer contigo, vosotros, mis amigas. Alors, les filles, après ce petit moment espagnol, moi j'ai pris l'espagnol première langue au bac. Troisième, moi. Ça s'entend. On voit que monsieur aussi est bilingue. Donc, ce qui se passe, qu'est-ce que je voulais dire ? La Casa de Papel, très important. Donc, il s'est passé au début à la télé espagnole, sur une des grandes chaînes nationales. Ça n'a pas eu le succès escompté. Donc, la chaîne se dit, oui, les audiences, machin, donc on ne reconduira pas, on ne fera pas de saison 2. Ah bon, machin, dégoûté, tout le monde est dégoûté. C'est le producteur qui parle, etc., avec le réalisateur. Et c'est au moment où Netflix commence à se développer, là, donc en 2017. Et ils achètent Netflix, c'est un système, en fait, une plateforme américaine. Ah ouais? Un peu rouge et noir.
Okay. Donc c'est Jeanne Masse qui a lancé le Netflix France. Le logo. Les mecs qui comprennent rien, ceux qui sont pas nés dans les années 70 comprennent pas cette vanne. Non, c'est vrai. Et mais du coup... si, Diane la comprend. Ouais. Tu vois ? Je suis née en 80. Ouais. Très drôle. Ah voilà le patron. Oh là, vite, faut que je finisse mon anecdote avant qu'il arrive. Ça va faire du bruit. Et donc, finalement, Netflix rachète. Ils disent, bah nous, on donne, on vend les droits à Netflix. Ok. Bon, voilà, en dépit, on est dégoûté, notre série s'arrête, alors qu'on adorait les comédiens, les textes et tout. Et 6 mois après, ça devient un succès mondial sur Netflix. Donc c'est quand même drôle. Du coup, bah voilà, on est à la saison 4. C'est ce qui va se passer avec Fête des Gosses. Attention, voilà Valentin, le patron de Montparis. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour. Mademoiselle, bonjour. Bienvenue. On t'entend. Ça va, Martine ? Ah, donc on se touche en fait. C'est hyper bon. C'est un petit peu le principe de la maison. Il est beau, hein ? Bon, ça va, j'ai couru un petit peu parce que... Bah t'es au poil, hein. Samantha, Diane... Eh ben, bienvenue dans la maison. Merci beaucoup. On Paul déjà et Raphaël. On est déjà venus avec, tu sais, Fête des Gosses pour la série. Éléphant, tout D'accord. ça. Avec On a fait une Vous avez mangé là avec on a Philippe bouffé et là. tout. Ouais, Exactement. Ouais. Ça a l'air C'est bien nous ce que qu'on tu nous as l'écrit. fait. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une blague ? Parce que par rapport à ce podcast qui va être diffusé je ne sais quand, Pas trop le genre de la maison. est-ce qu'on pourrait faire une vanne où si jamais quelqu'un écoute ce podcast, s'il vient à Montparis, On a peu de chance, mais bon. Je sais pas. donc Je peux générer un client. Hein. Montparis c'est quelle rue ici ? Là, on est rue Édouard VII. Rue Édouard VII. Rue Édouard VII, donc on est dans un endroit Place de qui vous... à Paris. On est derrière l'Olympia, dans la petite rue piétonne cachée magnifique, sur la place Édouard VII, piétonne, à côté du théâtre, au pied du théâtre. Théâtre de Sacha Guitry, bourré d'histoire, c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau théâtre parisien. Et est-ce qu'on peut faire une vanne où celui qui écoute ce podcast, s'il dit J'ai écouté le podcast. j'ai écouté le Il podcast, faut qu'il répète un mot. faudrait qu'il répète un truc un peu marrant. D'accord. Il faut qu'il aille voir le patron, Valentin Roulière. ouais. Je veux parler à Valentin, j'ai écouté le podcast, et voilà, je voudrais dire que... Où est mon huître ? Où est mon huître ? Voilà. L'huître du Est-ce que jardin. lui peut avoir un verre offert, quoi, tu vois ? C'est pas con. Ou une C'est pas huître con. offerte. Ou une huître offerte. Moi, je dirais Une un huître verre. offerte. Un verre Avec un offert. verre. Et suivant comment il s'y prend, il peut prendre un grand coup de pâté dans la gueule. Voilà. Voilà. Ça peut être marrant, on sait jamais. Parce que peut-être dans 3 mois, tu dirais à un mec, où est mon huître ? Quoi, connard ? Mais quoi ? Bah, où est mon huître ? J'ai écouté le podcast. Le podcast de qui ? Où est mon huître ? Je veux un verre de rosé gratuit. Nous, on revient dans un mois. Il nous aura pas, Il nous aura tu sais, pas imprimé. il nous aura pas imprimé. On a écouté On le vient podcast. toutes les deux et on va dire, on a écouté le podcast. Où est mon huître ? Et en tout cas, régalez-vous. C'est magnifique. Là, tu nous as fait- Super plaisir. Ouais, voilà, c'est Ah, les c'est petits, trop bien, c'est les ouais. petits coups de cœur. Moi, j'aime bien faire. Enfin, on fait ce métier-là avec passion, avec sentiment. Et donc, on aime bien faire partager ça. Il est magique ce pâté. Et en fait, ils vont faire ça ici avec la petite découverte. Tu vois, en apéro, c'est exactement ce que tu veux. Hyper Là, bon. tes fruits de mer C'est génial. et les petits pâtés charcuterie. Ah, c'est royal. Il n'y a rien d'autre après. Après, on commence. Bah, attends, hier, moi, on a fait un autre truc. Ah non, il y a. Ah, hier, j'étais avec Chicandier. Alors, il y a les côtes de bœuf. Ah non, mais moi j'ai perdu 4 kilos pendant le confinement. J'aimerais Ouais. bien rester sur cette petite base. Si tu manges le midi, mais ça, c'est de la protéine, hein, en fait. Après, Oui, c'est bah, le pain c'est pour qui te. ça, oui. Protéine, Non. ça va. Tu remarqueras, je C'est n'ai pas. pris aucun morceau de pain. Mais tu peux en prendre 2 Non. par jour, ça suffit. Non, c'est je bon. veux pas. Je vais quand même Mais peut-être j'ai mettre un démarré slip, là-dedans. parce que je me dis depuis tout à l'heure, on est quand même tout, Oh, moi, je te trouve tout bien nus. comme ça. Mais Si on c'est prend peut-être une- un peu gênant parce Moi, que là, j'apprécie je suis assez, tellement hein. content de vous voir. Ouais, bah ça je le vois. Ouais. Parce qu'on sait aussi faire des vannes lourdes. Parce Ah que oui. Samantha et Diane ont quand même un niveau, Lourde. moi je trouve, d'exigence et de vannes et Ah bah, c'est d'humour de la dentelle, très ouais. pointu. Ouais, c'est de la dentelle. Mais elles aiment bien aussi La guignolade. Voilà, la C'est guignolade. Télérama qui nous a dit qu'on était les bûcheronnes du Télérama, scénario. oui, on était des Télérama n'a bûcheronnes. pas apprécié notre travail. Mais Les on les bûcherons aime du quand même. scénario. Ah oui, genre un peu Brunos, quoi. Ouais. Oui, voilà. Ah bon? Ah bah Oui. non, bah alors là, Bah on n'est oui. pas d'accord, Télérama, dis donc. Moi, je suis Oui, pas d'accord, mais hein, Télérama, bon. si tu m'écoutes. Je suis pas content, là, Télérama. Attention, hein. Nous, ça nous a fait rire. Ouais, et en même temps, la critique, hein. Bah écoute. C'est bien aussi, il y a des gens qui aiment pas, des gens qui aiment, heureusement. Heureusement, Si tout le monde nous aimait, on serait... content quand même, hein. Mais bon, ça n'est pas possible. On va être un peu honnête. Ça serait cool, mais ça n'est pas possible. Non, Bah puis si. je pense que ça n'a pas d'intérêt, parce que bien souvent, après, ça fait des cinglés égocentriques qui croient que tout le monde les aime, et au final, après, ils se bousillent à cause de leur égocentrisme à vouloir parler sur tout, donner un avis sur tout, et du coup... Donc si dès le début, on sait qu'il y a plein de gens qui nous aiment pas, ou d'autres qui nous aiment, bah c'est bien, ça fait un équilibre, heureusement. Moi, j'ai toujours cette anecdote
que je raconte un peu aux jeunes, parce que je donne des cours. Des cours, je fais des conférences sur la vie, moi. Ah, cool. Très souvent, dans la rue, comme ça. C'est 1 €, c'est au chapeau. Voilà, qui veut m'écouter, ils sont là. Donc j'ai 5 personnes, 10 personnes aux sorties de métro à Paris. Ou personne, et je parle aux gens. Enfin. Dans le vide. Et souvent, je dis, oui, vous savez que... Ah, c'est intéressant. C'est pas mal. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça. Chacun son avis. C'est une jolie anecdote. Voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la raconter parce que je trouve que ça résume... Elle est à la fois émouvante et assez personnelle. Et elle interroge. Ça interroge. Tout le monde se reconnaît. Et ça résume un peu ce qu'on dit. On se reconnaît tous dans cette histoire, moi, je trouve. Depuis tout à l'heure. Ce petit serveur brun, enfin, c'est le patron en même temps. C'est vrai que le pâté, dis donc. Ouais. T'en as pris ou pas? Ouais, bien sûr. T'en veux un peu? Très bon. Je suis d'origine auvergnate. Ah, tu es auvergnate, toi? Je suis d'origine auvergnate. Tiens. Alors que physiquement, j'ai un air slave. Un air slave? Bien sûr. De toute façon, je vais faire la MyHeritage. Tu vas faire? Parce que les tests les tests ADN. Parce que ma fille l'a fait. Ouais. Pour Noël. Je l'ai fait aussi. Et alors, il faut savoir que son papa est d'origine du sud, même plutôt vers l'Afrique. Tout ce qui est très sud, quand même, je sais que c'est pas moi. Et alors, elle avait quand même un petit pourcentage de Balkans. On s'est dit, c'est forcément moi, quoi. Et toi, c'est drôle. Du coup, Fred, moi, j'ai même 1,2% de Moyen-Orient. Et alors, j'ai appelé là-bas la mairie, là, au Moyen-Orient, parce que je connais pas les villes, mais j'ai appelé la mairie du Moyen-Orient. Et apparemment, effectivement, j'ai un puits de pétrole à mon nom, Testo, puits de pétrole Testo, donc fait quand même un petit $50 000 par semaine. Donc j'ai dit, j'aimerais bien en voir un peu les... Donc j'ai envoyé mon RIB. Dis donc, oui. Après, n'empêche que tu peux enlever ta burqa pour manger. Oui, mais bon, moi j'aime bien être comme ça, parce que vis-à-vis du virus... Tu noteras que la burqa s'arrête au nombril. Mais bon, c'est une option. Hein, oui, parce que c'est un déjeuner sexe apparent. Hein, parce qu'on en a marre un peu des tabous et tout le monde se livre comme il les masques. Et puis on déconfine, voilà. Donc Moyen-Orient et quoi d'autres surprises? Non, tu l'as fait en vrai, le test ADN? Test ADN, Moyen-Orient. On pose la même question, tu remarqueras. Ouais. En fait, on est très raccord. Maman, oui. Alors? Donc, des Balkans aussi. On est peut-être frères et sœurs, c'est ouf. Côté anglais, et sinon, toute la péninsule ibérique. C'est-à-dire... d'où l'espagnol. D'où la Casa de Papel. Italie, Sardaigne, Corse, évidemment, sud de la France, Nice, tout ça. Et ça s'arrête juste aux frontières du Maroc, donc il est aussi presque probable, que j'ai un riad ou quelque chose, il faut que je passe un coup de fil à la mairie du Maroc. D'accord. Comme j'ai fait à la mairie du Moyen-Orient. Alors, appelle pas le mercredi, il n'y a personne. Je te le dis. Conseil d'amis. Mais ce qui permettrait qu'on fasse des résidences d'écriture un peu all over the world. Ça serait bien, hein? Ouais. Ah ouais. Et donc, toi, tu vas le faire, le test? Je crois que ma fille doit me l'offrir pour la fête des mères. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas tous un peu de partout, finalement? En fait, non, moi, pas avec toi. Non, mais pas en commun, crétinus. Si, parce que regarde, avec Fred, on se découvre frères et sœurs. Ouais, quasiment cousins. Et vous y croyez vraiment, en fait? Ouais. Je pense. Ok. Non, mais de toute façon, on est tous cousins. Hein. À la base, l'origine du monde, ça s'appelait la Pangée. Donc c'était un continent unique. Il y a eu la dérive des continents pour ceux qui ont fait Tu vas vraiment là nous casser les couilles pendant une heure de avec géologie. Un cours non, mais j'ai une anecdote. On est tous frères, donne-nous la main. Non, parce que j'ai une anecdote là-dessus. D'accord. C'était la Pangée, un continent unique. Dérive des continents, tectonique des plaques, tout ça bouge. En fait, il y a des trucs ça pète de partout. Et les continents font le monde. T'as des enfants en CM, toi, t'as tout revu. Il se trouve qu'à l'origine du monde, la Pangée était exactement où se trouve la Corse actuellement. Donc on peut dire que l'homme est corse. L'origine du monde donc vient de la Corse. Je l'ai dit dans mon spectacle d'ailleurs, s'appelle Presque Seul, qui est en VOD sur toutes les plateformes. Si vous voulez le louer, vous verrez donc la vérité là-dessus. Donc tout est dit. Et deuxièmement, pourquoi je parle de ça? Parce que ce qui est marrant, c'est qu'on peut se dire, en fait, qu'on est quasiment tous cousins. Dans les tests comme ça d'ADN, on remonte pas à l'arrière-grand-père, ça remonte à arrière. Et en fait, on se rend compte que finalement, on vient de partout et qu'on est tous de la même famille. Donc, aucun intérêt. Pourquoi être raciste? Non au racisme, non à la guerre. Non à la guerre, et pour la paix dans le monde. Et pour la paix dans le monde, voilà, c'était ma réflexion. Ton autre anecdote. Voilà. C'est bon pour Miss France. Et je vote pour Miss Bourgogne. Voilà, c'était la fin de mon anecdote. Cette parenthèse humaniste. Non, mais en plus, dans des milliards d'années, j'ai vu que tout allait se rapprocher.
Donc, mais on sera plus là. C'est ça qui est un peu con. Tu vas, il n'y a même plus besoin d'avion rapide ou de train rapide. Alors, tu vas à Madrid. Bah oui, Madrid. J'y vais à pied là. De Paris-Madrid. C'est au bout à gauche. 30 secondes, c'est là, derrière le boulevard là. Tu changes à Châtelet. C'est à Madrid. Mais oui, entre-temps, ça veut dire que les Pyrénées sont sous l'eau, quoi. Enfin, je veux dire, oui, par contre, attention. Par contre, il y a 60 milliards de gens sur 7 mètres carrés. Donc là, c'est vraiment un peu, c'est ultra confiné. Serré. Très serré, collé serré. C'est très Zouk Machine, quoi. J'adore. Le futur dans des milliards d'années. Et c'est le moment où le podcast ne rime plus à rien, on comprend plus rien à ce qui se passe. On ne sait plus qui fait quoi. En même temps, on sait qu'on nous a beaucoup rempli nos verres pendant qu'on discutait. C'est de l'eau, là. C'est ça. Ouais, ça, c'est de l'eau. Alors, ça ne sert à rien. Ah, oui. Moi, c'est bon. Très bon, l'aioli. L'aioli, il est dingue. Par contre, il faut qu'on se voit pendant une semaine. Quand il y a l'aioli, il faut fréquenter les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on reste ensemble à partir de maintenant pendant une semaine ? On se confine. Dans ton riad ? À partir de maintenant, on va être dans un riad. D'accord. À Marrakech, c'est à côté de Paris. C'est juste en face, quoi. Juste en face de Paris. On réfléchit tout le temps, tu sais. On peut pas s'en réfléchir. Diane, c'est la tête pensante de notre duo. Par contre. Ah oui, tiens, c'est marrant, tiens. Dans le duo d'auteurs, ouais. Comment ça se répartit ? Qui est plus... Donc, Diane, la tête pensante, Samantha, le chien fou. Non, pas du tout. C'est des mecs qui veulent absolument faire des trucs... Ça, c'est super équilibré entre nous. Après, on a chacune nos... On a des tempéraments très différents. Moi, je suis très obsessionnelle. Je suis un peu, elle a un peu des tocs, Sam, j'avoue. Ouais, je suis un peu elle fait des trucs un peu chelous quand on écrit. Elle a besoin de un truc avec le numérotage des séquences qui est assez incroyable. Ouais, j'ai besoin de... j'ai des... Non, c'est vrai, j'ai des tocs, Elle numérote tout le temps. Il faut tout le temps renuméroter les séquences. Et je dis, en fait, comme ça fait... Il y a 5 minutes, tu vois, ça va pas... Enfin, la 35 va rester la 35, a priori, quoi. Bah non, elle renumérote. Je sais pas, il y a un truc, c'est doudou, quoi. Elle aime bien ce truc Final Draft. J'ai besoin d'un truc très, très cadré. Et elle relit. Et je relis 800 fois. 850 fois. Une fois qu'on a fini un scénario, je pense que je peux le réécrire par cœur. Oui, parce que ça aussi, c'est un truc... Mais ça, c'est moi. C'est pas souhaitable aux autres. Moi, je ne suis pas auteur de votre niveau. J'ai coécrit... Ouais, ça se saurait. J'ai coécrit un petit spectacle. Ça fait rire ton producteur. Ouais, c'est vrai que c'est très drôle. Non, mais c'est vrai qu'on se joue beaucoup les séquences. Le dialogue, parfois, il se construit beaucoup à l'oral. C'est-à-dire que s'il se construit qu'à l'écrit, comme on ne peut pas le lire dans notre tête, c'est trop compliqué. Donc, on se parle. Mais ouais, on écrit pas mal à voix haute, on se dit vachement, on n'est pas mauvaise comédienne. Hein. C'est-à-dire que nous, si on n'arrive pas à se le parler et à se le dire, en étant le personnage qu'on joue quand on se fait un ping-pong, c'est que ça marche pas. Après, c'est assez rigolo parce qu'on vient d'univers différents quand même et tout. Donc en fait, chacune a une prédilection sur un personnage. Il y a des personnages qu'on sent mieux que d'autres. Il y a des personnages qu'on va incarner l'une ou l'autre beaucoup mieux. Donc, on met beaucoup de nous quand même dans les personnages. Et tu vois, typiquement, dans Fête des Gosses, sur Fête des Gosses, t'as différents types de familles. Donc, il y a 3 familles dans cette série. Il a joué dedans. Hein. Oui, j'ai joué dedans. Non, mais c'est pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, vu qu'on n'a pas fait non plus des audiences de ouf. On fait des belles audiences. Très bonnes audiences. Oui, mais il y a des gens qui manquent à l'appel. Beaucoup plus que... Enfin, tu vois, ça c'est vrai. Quand même. Mais par exemple, moi qui étais en famille recomposée à l'époque et tout, toi tu incarnais un personnage de la famille recomposée. J'avais beaucoup plus de facilité à écrire sur cette famille, là où Diane n'avait aucune limite sur la famille bourgeoise avec une petite éducation catho. Tu vois, et donc c'est des drôles parce qu'on mixe nos cultures. Et on apporte chacune là où on a plus de compétences, mais ça se mixe. C'est-à-dire qu'au final, on fait un gloubi-boulga de tout ça, et dès l'instant qu'on s'amuse à dire nos dialogues à l'oral, de toute façon, il faut que ça passe, faut que ça soit simple, faut que ça soit évident. Et on les réécrit beaucoup. On réécrit tout le temps. Beaucoup. On est très inventifs, quoi. Elles sont inventives. On est bonnes, hein. Oh oui. Oh ouais. Vraiment... Je mélange pas trop, moi. On est nus. C'est le principe du podcast, c'est de rencontrer les gens à poil. C'est une idée, ça. Et on est souvent plutôt surpris. Moi, t'es tel que j'imaginais. Hein. Bah oui. Complètement malade. Pas une grosse carrière, par contre. Et combien de temps ça prend d'écrire une série, un film? Fête des Gosses, on a mis 2 jours. 2 jours. 48 heures. Et
Et encore, on y est allé Kiltran le Hareng. Franchement, sérieux, un scénario, c'est l'équivalent d'une grossesse. Hein. Une grossesse, alors 9 mois, pas d'un éléphant, voilà. d'une personne humaine. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Un scénario, c'est une grossesse. T'as pas remarqué que on mettait à peu près 9 mois? Alors attention, parce que le scénario, c'est un film, mais une série, c'est souvent 6, 8, 10 épisodes, 12. Je parle sous alcool, donc je sais pas. Les 6 épisodes de Fête des Gosses, non Les 6 épisodes, mais un 90 minutes, par exemple, un unitaire, sérieusement. Un unitaire, c'est comme un film, c'est 1h30. Ouais, c'est 1h30. Comme un film de cinéma, c'est un téléfilm, c'est 1h30. Après, une série, c'est 52 minutes. Donc en fait, 2 épisodes, c'est un film. C'est un unitaire, Mais en fait, ça se fait en plusieurs étapes. Tu peux pas... c'est compliqué de quantifier le temps. Et puis nous, on fonctionne avec... On le présente à des producteurs, qui le présentent à une chaîne. Il y a des gros délais de lecture, de prise de décision, Voilà, donc c'est des chaînes plus sympas que d'autres, plus faciles que d'autres. Il y a des chaînes qu'on préfère à d'autres, très honnêtement. On a à travailler, on va pas le dire. Mais, ouais. Mais non, après c'est vrai que nous, ce qui nous prend le plus de temps à écrire, c'est le séquencier. En fait, ce qui est toute la structure. En fait. Une fois que le squelette il est là, c'est vrai que les dialogues, on les sort quand même relativement vite et on fait peu de versions dialoguées. On va avoir 1 ou 2 versions dialoguées. Et vous arrivez à prendre du temps entre le même projet ou 2 projets? C'est bon. Vous arrivez à prendre du temps pour vous? Vous avez besoin pour nous. de faire des breaks, justement, pour vous inspirer ou pour juste se reposer? Ouais, après, on taffe pas 15 heures par jour, on va pas se mentir. Bah, toi non, mais moi oui. Des fois, en 2 heures, moi, vous pouvez... très très vite. Il n'y a pas d'horaire quantifié comme un horaire de bureau, où un horaire de bureau, tu dois être là 8 heures par jour. Ah non, pas du tout. Quand tu écris, en 2 heures, tu peux trouver plein d'idées, alors qu'en 8 heures, on se voit 5 heures, il sort rien, voilà, et on a parlé que de nos vies, et on se dit, ah bah merde, du coup, on n'a pas de bossé. Ouais. On a parlé que de nous. Mais ça nourrit. De toute façon, on est obligé de digresser, parce que de nos vies viennent des anecdotes il arrivait ça à ma pote, il arrivait ça à mon gamin, machin et tout. Comme on écrit de la comédie familiale, de toute façon, si on se parle pas de nos vies, il se passe rien. Ou si on parle pas de la vie des gens qui nous entourent, du polar, ça serait pareil. On écrirait du polar, ça serait pareil. Moi, j'ai moins de sources de polar, là, tout de suite. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, ça. Vous êtes plus dans la comédie, en fait. Moi, j'en ai écrit un peu du polar. Et je trouve ça super, parce qu'il y a vraiment un travail sur le séquencier de construction, moi, qui me plaît beaucoup. Qui est complètement différent? Ou pas? Ouais, qui est complètement différent. De la comédie? Ah ouais, moi, je trouve quand même. Mais qui est beaucoup plus simple, en fait. En général, c'est moins drôle, les polars. En général, c'est moins... Mais c'est beaucoup plus... Enfin, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à écrire que de la comédie. La comédie, c'est plus dur. Une fois que t'as ton histoire, que t'as ton intrigue bouclée dans ton polar, après, t'es un peu sur des rails. Après, il faut être surprenant dans ta construction, ce qui n'est pas obligatoire en comédie. Mais une fois que t'as pigé ça... Parce que souvent, on dit que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Mais c'est 1000 fois plus compliqué. Mais bien sûr, faire pleurer, tu prends un gamin, il traverse la rue, il se prend un camion, a priori, tout le monde pleure. Ouais. Être drôle, quand tu te retrouves devant ta séquence en te disant, allez, faut être drôle. L'humour, c'est le truc le moins partagé de la Terre. Autant le drame, tu vas toucher avec les mêmes choses de manière universelle. Mais alors, l'humour, mais pas du tout. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a tout un truc par rapport aux comédiens aussi là-dessus. Où du coup, d'un coup, on devient plus surprenant dans un drame. Alors qu'en fait, non, mais toi qui as fait les deux, par exemple, qui a fait et à la fois du drame polar et à la fois de la comédie, qu'est-ce qui est le plus dur moi, je trouve que c'est vrai que quand on te connaît dans la comédie, c'est surprenant de te voir dans un drame. Oui, mais au-delà du fait de ton image publique, j'ai remarqué ça. La manière de travailler, elle est la même en tant qu'acteur? T'appréhendes le rôle de la même manière? Non, moi ça me paraît tellement loin de moi que... Il y en a un qui donne plus de boulot que l'autre. En fait, moi c'est marrant, ça me paraît plus dur. Pour moi, c'est plus dur d'être sérieux. C'est plus un travail que d'être dans la comédie où c'est tellement envie de faire ça que je peux essayer plein de choses. En tout cas, je suis très... C'est plus naturel, plus spontané. Ouais. Tu rentres plus dans un personnage, peut-être quand tu fais du polar ou du drame. Ouais. Et d'ailleurs, la première fois que j'avais fait un téléfilm qui s'appelle Emprise. Un mec qui est horrible, qui cognait toute sa famille. Et c'est vrai que j'ai pas su comment le préparer. Je me suis dit, je m'en référerais au réalisateur et à l'actrice principale. Parce que je savais pas comment préparer ça. J'ai commencé à regarder des vidéos de mecs horribles qui cognent des gens en disant, mais non, je veux pas faire de l'acteur studio, m'inspirer dans un centre, aller parler à des gens, c'est pas possible pour moi. Oui, c'est impossible dans ma vie d'aller voir ça. Moi, en tout cas, ça s'arrête là, le métier de comédien. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans...
Et donc voilà, je suis rentré de vacances et je suis directement allé dans une banlieue du sud de Bruxelles, pourrie, où on a tourné dans la maison avec les textes écrits qui te mettent tout de suite dedans, où il n'y a rien de marrant. Il n'y a jamais un truc où on esquisse un sourire. Et du coup, tu te mets dedans à force. Et tu te rends compte que même toi, dans ton personnage, en tant que comédien, le soir, moi j'avais besoin d'aller boire un coup, de rigoler et tout, parce que c'était tellement glauque toute la journée, que je me dis, ceux qui se mettent en plus en préparation avant, tu te dis, ça peut être dangereux, quoi. Moi qui prenais tout un peu à la légère, à un moment donné, ça prend le pas sur toi, où tu commences à être vachement... T'es un peu négatif, quoi. Plus noir. Tu commences à être proche de ton personnage. Et là, c'est la limite pour un comédien, où c'est bien de faire ça, je trouve que c'est intéressant pour le métier, mais il faut alterner, quoi. Celui qui fait que ça, à un moment donné, je pense qu'il peut devenir complètement cinglé, quoi. Et moi, ça ne m'intéresse pas. De devenir cinglé? Tu vois, du coup, plus de rosé, je vais boire de l'eau du robinet. Ah bon? Il a vraiment changé, Fredo. Ouais. Mais après, oui, pour revenir à la durée de combien de temps ça prend, moi je trouve que ça dépend beaucoup du projet, ça dépend de... Ça dépend avec qui tu travailles. Avec qui tu travailles, tu vois. C'est tout un système quand même de bosser en télé, c'est avec quel producteur tu travailles, quelles sont ses entrées avec telle ou telle chaîne. Il y a quand même plein de choses qui font que c'est plus ou moins rapide. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou plus d'hommes dans ce métier d'ailleurs de scénariste? Moi je trouve ça assez mixte. Mais je trouve ça assez mixte. Mais je trouve ça assez mixte. Ouais. Il y a pas mal de femmes. Après, c'est des gens particuliers, les scénaristes. Ouais, moi, je me reconnais pas trop dans la vie. Moi, quand je vous ai rencontré, je pense que d'ailleurs, il y a un avant, un après, on en a parlé. Hein. Ouais. Pour tout le monde, pour nous aussi. Entre nous, il y a le style Mazera Clavier. Non, mais c'est vrai que... Parce que souvent, pour moi, les auteurs étaient un peu... Autistes. Ouais, autistes ou... Enfin... Non, mais il y avait un côté, en fait, pas dans le groupe. Très fun aussi, pas dans le groupe. Alors que moi, je trouve que ce métier... n'a d'intérêt que si on travaille tous en groupe, en fait. Ouais, non, mais il y a un truc très isolé, en fait. Et vous n'avez pas vous avez pas le... Après, moi, je parle surtout scénariste télé, les autres, je les connais pas. C'est vrai que les gens imaginent un scénariste tout seul dans son coin. Moche, déjà. On bosse beaucoup dans un restaurant qu'on aime bien à République, qui s'appelle le Pachyderme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénaristes qui se retrouvent là-bas pour travailler. Et on ricane parce que notre premier jeu de la journée, c'est le jeu des sosies. Et de se dire, est-ce que c'est un plan Tinder ou est-ce que c'est le travail? Et ça, est-ce que c'est un scénariste ou est-ce que c'est un plan Tinder? Voilà. Et ça nous occupe une bonne heure déjà avant de se mettre à taffer. Tinder, pas Tinder. Et Tinder ou scénariste. Et sosie de la lose, sosie de la win. Ça nous occupe déjà. On est sur 1h30. Après, on mange. Puis après, il y a les enfants à l'école. Non, on travaille un peu quand même. Mais on mange vraiment après? On mange vraiment, on mangera pas ce soir. Ah ouais, ok. Mais même pas demain. J'ai bien fait d'acheter des petits yaourts grecs pour ce soir. C'est qu'en fait, je pense qu'on se prend pas trop au sérieux. Non, pas trop. Et qu'il y a beaucoup de scénaristes qui vraiment se prennent au sérieux et qui, t'as l'impression que tous les matins, ils t'ont sorti la liste de Schindler, tu vois. Donc, il y a un moment, c'est... Alors qu'en fait, on fait que soit de la télé, soit du cinéma. C'est pas non plus... Enfin, c'est super, mais... On n'a pas trouvé le vaccin contre le Covid, tu vois, par exemple. Ouais, pas encore. Faut se détendre. Non, mais faut se détendre, quoi. Ça se pose pas trop mal? Super bien. Une fois par an, donc, du coup, la réunion des... Une ou deux, ouais. Mais ça, c'est comme les pharmaciens de Chatou. Tu vois, il y a un truc... Et j'adore Chatou et j'adore les pharmaciens. Mais c'est vrai qu'il y a une population particulière, les scénaristes. Et donc, nous, on n'est pas trop là-dedans. On n'est pas les seuls, faut pas... On passe pour... Non, mais je pense on n'est pas non plus les Kelly et Brenda du... Mais ça existe aussi pour les comédiens. Peut-être, ouais. Ah je pense qu'il y a les théâtreux, il y a forcément différentes castes. Après... C'est pareil, t'as les mecs qui sont à fond, il faut dans le lobby, il faut que j'aille voir un tel, Ah bon? Moi, j'ai entendu cette phrase, mais tu vas pas, moi je suis plus dans les soirées à Paris. Mais moi, les soirées à Paris, je suis allé que pour aller en soirée, je suis pas allé pour travailler. T'as les comédiens très mondains, et puis t'as ceux qui le... Oui. T'as ceux qui sortent pour aller en soirée, pour rencontrer machin, pour donner une idée, quoi. Ouais, mais après, je trouve que votre métier, il est quand même tellement angoissant que je comprends plus cette dérive, si tu veux. C'est tellement dur de dépendre tout le temps de l'envie des autres que je comprends qu'il y en a qui, à un moment, savent un peu plus trop comment s'y prendre. Scénariste, en vrai, tu crées ton propre travail. Donc la posture, pour moi, elle n'a aucun sens.
la posture de, tu vois, je noircis des pages de papier, je vais ouvrir l'opéra pour écrire et toucher pas une virgule à mes trucs. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais. Comédien, c'est un métier que je trouve beaucoup plus aride, beaucoup plus dur et violent, hein, franchement. C'est beaucoup plus courageux d'être comédien que d'être scénariste. Après, ça dépend. Quand même, le théâtre, par exemple, tu te dis, les mecs, tous les soirs, ils prennent des risques. Non, mais c'est ça, c'est beaucoup plus courageux pour moi déjà, comédien de théâtre, après, tu veux dire comédien de théâtre, comédien de... Mais comédien, quand t'es plus au théâtre, déjà, moi, je trouve que t'as un niveau qui est au-dessus de l'eau. Ouais, c'est vrai. Ce n'est que mon avis, hein. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que dépendre de l'envie des autres, c'est difficile. Nous, on a la chance de pouvoir... En fait, on génère notre propre travail. On est beaucoup moins dépendant du désir des autres. On en aura toujours à un moment. On peut créer toujours en permanence. Il y a 10 fois moins de concurrence. Non, déjà. Mais en plus, vous êtes un duo. Et moi, je trouve que c'est quand même... C'est une force, quoi, au bout d'un moment. Tu vois en théorie, moi, je trouve ça solo, essentiel. enfin, moi, j'en ai... Moi, ça m'intéresse pas d'être en solo. J'ai aucun intérêt, en fait. Je m'en fous, je peux pas kiffer avec les autres. Il n'y aurait pas eu Samantha, j'aurais pas eu le courage de les entreprendre. Sans Samantha. Mais voilà, déjà parce que je sais que ça sera mieux, et deux, parce que je trouve qu'il faut être deux pour assumer un cahier des charges, pour assumer le rythme, pour assumer tu vois, l'envie d'aller au fight pour aussi. Défendre ses idées, ouais. Et j'avoue que Sam fait très bien le rôle. On est très good cop, bad cop, et elle fait très bien bad cop. Ouais. Vous êtes bien complémentaires. C'est quoi pour vous la suite, le monde idéal? Franchement, on n'en est déjà pas si loin parce qu'on se marre bien, parce qu'on a la belle vie, parce que... Ah, mais le monde... mon monde ou le monde? C'est quoi pour vous l'idéal? Déjà, continuer à venir au Mont-Paris avec toi. Ah. Déjà. Ouais. Parce que là, on est pas mal, hein. On est pas mal. Ah, je vous avais dit que c'était sympa, moi. Hein? Ah, ouais, je sais pas, un petit... J'aurais adoré faire de la radio, tu vois. C'est un regret que j'ai... Que je ferais jamais, que j'aurais dû faire. Mais pourquoi pas? Oui, ça se présentera pas, mais peu importe. Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'aurait plu. Ah si, on pourrait le faire, pourquoi pas? Diane, elle serait une excellente snipeuse dans une émission de radio. Ça m'aurait plu de faire de la radio. Et j'ai toujours regretté... Ou alors moi, j'en ai fait un peu, j'adore la radio. Moi, par exemple, il y a un truc que je trouve fait, c'est justement, là, toi qui as écrit ton spectacle, moi, je trouve que c'est, alors pour moi, le truc le plus dur du monde. Ouais, mais tu vois, comme quoi, hein. Moi, je trouve que ce que vous faites, justement, c'est hyper pointu. Moi, je serais incapable, tu me dis, écris un sketch. Oh je trouve ça... je suis très, très, très admirative des gens qui sont capables de le faire bien, en tout cas, et que ça me fasse rire. Je suis très admirative des gens qui me font rire, en fait. Et toi, Sam? Moi, j'ai pas de regrets. En fait, ça va. T'aimerais aller à la Foire du Trône, t'as jamais pu Si, rentrer. j'y suis allée une fois. Alors, le problème, c'est qu'il y avait une alerte attentat. Donc, ça a un peu gâché la journée. Ouais. Je te jure, c'est vraiment plus. Non, sincèrement, non, j'ai pas de... Alors, je vais faire une confidence. J'ai lu récemment, très récemment, un bouquin d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe. Ouais. Incroyable, que j'aime beaucoup. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur désespérément. Et qui, je schématise, hein, s'il entend ce podcast, ce qui m'étonnerait, mais bon, on sait jamais, il va être un petit peu dégoûté. Mais qui dit en gros, profite de ce qu'est là, enfin, je veux dire, vis ton désir et tout, et te fais pas trop chier avec les espérances, et voilà. Alors, c'est vraiment très schématisé, la pensée. Non, mais... de Comte-Sponville, mais du coup, très sincèrement, ça t'a parlé en tout cas. Ça m'a parlé dans le sens où j'essaye chaque jour, sans forcément me projeter à mort ou quoi, mais d'être contente de ce que j'ai, de ce que je vis, et en gros, t'es l'artisan de ton bonheur, donc. Oui, parce que donc souvent, mets en place des trucs et puis voilà quoi. J'ai goûté cette mayonnaise, tu vois, c'est un projet. Non mais c'est vrai que. Merci, monsieur. On vise pas l'Oscar, quoi. Donc, c'est plus simple. Hein. Oh, comme ça, on sera pas déçus. Voilà. Déjà. Non, mais c'est marrant, parce que je sais plus qui me disait ça. Il me dit, mais regarde, t'as vu les Oscars? Regarde, c'est encore les mêmes depuis 100 ans. Ils sont encore là à la soirée des trucs. Normalement, ils ont été comblés 100 fois. Ils sont encore là. Et c'est vrai. Et je lui dis, mais t'as raison, en fait. Moi, je pense qu'en fait, je suis pas pareil. On pourrait dire la même chose au César, hein. Mais en fait, je pense que je me sens différent de ça parce qu'en fait,
je trouve ça génial si à un moment donné tu te retrouves là, tel instant T. Mais c'est pas dégueulasse, hein, bien sûr. Non, mais c'est cool parce que tu vis un moment génial par rapport à une aventure sur un projet. Mais après, il y a tous les ans, comme si tu étais tous les ans à la Poste. Là, c'est plus intéressant. Ça devient justement un truc... Oui, mais après, il y a un autre problème, moi aussi, je pense, par rapport... Tu vois, où tu dis les Oscars ou même les Césars, c'est que si le cinéma, aujourd'hui, qu'il soit américain ou français, pardon, hein, mais ne donne plus de place aux nouveaux talents. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une telle exigence du chiffre, des entrées, des machins, qu'on va vers... Enfin, j'ai l'impression hein, que souvent, les distributeurs, les producteurs vont vers des projets qui font pas peur, mais qui ne sont pas de l'audace. Et c'est vrai que depuis, tu vois, alors, il y a eu quand même des cinéastes français hyper importants et tout, mais si tu vois, aux États-Unis, les Scorsese, les Coppola, machin et tout, après on a donné sa chance à certains, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a une sorte de ronron. Tu vois, regarde, Scorsese, non mais on récompense pas l'audace, donc il y a un moment, il faut être dans des rails, il faut des trucs très mainstream, ou finalement... la preuve, quand il a voulu faire Irishman, personne n'a voulu faire Hollywood, et il l'a fait sur Netflix. Il dit heureusement, je vais faire un film de 3 heures. Et où, pardon, les acteurs, pour moi, ont beaucoup trop de pouvoir en France, et beaucoup trop de pouvoir... enfin, en tout cas, en France, moi, je trouve beaucoup trop de pouvoir. Est-ce que ça existe encore, ce truc de bankable et tout là ? Non, mais aujourd'hui, on ne fait plus presque plus un film de cinéaste, on fait un film parce qu'il y a un acteur. Et c'est quand même dommage. En plus, c'était à l'époque, t'allais voir un acteur, c'est pas aujourd'hui. Je pense, non ? Je sais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore des trucs. On va voir le dernier machin. Quand je te parle d'un réalisateur... Aujourd'hui, la vraie nouveauté, elle est comme aux États-Unis, ce qu'avait dit Jodie Foster, les vrais rôles pour les femmes sont dans les séries, etc. Ouais. Et c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, heureusement que la série, grâce aux plateformes, ça explose. Et que les télés, ils font. Mais aussi parce qu'il permet des rôles de femmes plus vieilles, hein, pardon. Ouais, mais oui. Ça, c'est qu'à un moment donné, chacun avait un créneau. C'est très rare un film américain dont l'héroïne a 50 balais. Hein. Voilà. Et alors qu'une série... bien sûr. Y a pas de tu problème. vois Ozark, avec Laura... Ah, c'est vachement bien, ça. Finet ou Linet. Ouais. Linet, bon, Linet. Oui, mais d'ailleurs, elle a été oscarisée, mais c'est pas une... Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'audace, en tout cas. L'audace n'est pas récompensée aujourd'hui, quoi. Et peut-être plus en télé, effectivement, sur les plateformes comme celle dont tu parlais tout à l'heure, que je connaissais après, pas. Les Américains ne sont pas comme en France. En France, les Américains, tu peux aller faire une pub pour Häagen-Dazs, faire une série un peu genre commerciale et en même temps faire un film d'auteur. En France... ça se fait de plus en plus en France, quand même. Ouais, heureusement, ça arrive. Ouais. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne voulaient pas faire de la télé. Après, Netflix, c'est pas la télé, hein. Non, mais c'est encore... Je parle pour les États-Unis. Tu vois, quand Scorsese, il va faire The Irishman, il va pas le faire sur une chaîne pas câblée américaine, quoi. Non, bien sûr, mais t'as un truc qui est quand même... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as de plus en plus de possibilités, en fait. Hein. Oui, et en même temps, moi, je trouve aussi que la dérive de ces séries, c'est qu'il y a un moment, il y a quand même une mécanique qui n'est pas la liberté du cinéma. Il y a quand même une mécanique dans les séries qui est essentielle et qui fait aussi qu'on est un peu addict, mais qui est un petit peu quand même toujours la même et qui n'est quand même pas la liberté d'un grand film au cinéma, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je trouve que dans les séries, c'est toujours un peu quand même si le fond de tarte n'est pas le même, c'est un peu la même recette, quoi. Casa del Papel, pardon, c'est quand même... c'est une mécanique très très bien huilée, mais en tant que scénariste, moi je le vois, c'est quand même une mécanique... Enfin voilà, c'est limite, il y a des règles, quoi. Tu pourrais avoir un mode d'emploi d'écrire Casa del Papel. Ouais, mais moi, tu changes les personnages et l'intrigue, tu gardes le mode d'emploi, t'écris une série tout aussi bonne. Ça m'intéresse plus de voir déjà, grâce à des plateformes, on voit le monde entier. Ah non, mais ça, je critique pas, c'est juste qu'il y a une recette... La France, tu vois, qui est parfois un peu redondante dans les séries. Tu l'as pas avant. Moi, j'ai fait la série La Menthe pour TF1 et achetée par Netflix. Bim, dans 190 pays. Donc, tu as des messages d'Argentine, du Brésil. Encore maintenant, 3 ans après, j'ai encore des messages. Tu vois, un truc qui n'aurait jamais existé. Et ils sont en train de penser à faire une saison 2. Donc, tu as aussi au niveau. Oui, mais si tu veux, en série, le bon pitch prime, quelque part. À un moment, si tu as une bonne idée et que la mécanique, elle roule, ça va. Il n'y a pas de place pour ce qui rentre pas dans le cadre, quoi. Mais un film, tu vois, comme Once Upon a Time in Hollywood, il est complètement dingue, complètement fou, il n'y a pas de code, enfin, tu vois, les acteurs sont en roue libre, il y a un truc quand même très spontané, très libre. Non, mais il y a très libre. Et je trouve que les séries Netflix, moi j'adore, hein, j'en regarde plein et il y en a plein que je trouve prodigieuses, mais parfois ça manque un peu de liberté, quoi. Ouais, mais tu l'as aussi d'une autre manière au cinéma où t'as plein de choses des comédies qui se font au cinéma. Mais parce que la série en elle-même est un exercice à la télé et pas au cinéma. Ouais, carrément. Tu vois ? C'est sûr. De quoi, pardon, j'ai pas... Plein de films qui se font au cinéma en France et qui feraient mieux de se faire
à la télé, en unitaire, et ce serait très bien en fait. Bien sûr, ça on est d'accord. Mais parce qu'on laissait pas la place non plus à la comédie, à la télé, très peu. Très peu. Aujourd'hui, je pense que ça va complètement changer. Tu vois, et il y a des choses qui se font au cinéma qui n'ont pas lieu d'être au cinéma, quoi. Mais non, mais la comédie n'est pas du tout. La comédie fait les chiffres les plus gros du cinéma et n'est absolument pas reconnue par ses pairs de cinéma. Alors, je vais pas refaire l'éternel débat des Césars, genre machin et tout, mais c'est vrai que c'est pas un genre qui est hyper reconnu par l'intelligentsia du cinéma français. Même si c'est grâce à ça que tout le cinéma français vit quand même. Les cartons en comédie. C'est compliqué tout ça, quoi. Voilà, non, mais c'est pour ça que l'essentiel, c'est pas d'être dans du calcul, quoi. C'est de suivre son intuition, son envie. Je pense qu'il faut écrire les séries qu'on a envie de voir, quoi, surtout. Je pense qu'on est les meilleurs spectateurs, à un moment, de ce qu'on écrit. Enfin, il faut être client de ce qu'on écrit pour le faire sincèrement, quoi. À partir du moment où tu fais un truc où tu dis, moi, je le regarderai pas, bon, c'est que c'est mal parti, quoi. Oui, exactement. Mais alors, après, c'est pour ça qu'il y a un truc qui n'est pas du tout en adéquation avec le cinéma, où au cinéma, on fait, pour les mauvaises raisons, parfois, de la comédie avec des produits. Oui, qui sont presque des films de studio, quoi. Enfin, des films d'agence, des films qui sont faits pour des raisons financières. Écoutez, moi, je suis plus dans la série en ce moment, ou dans le cinéma auteur, film d'auteur. Ouais, mais c'est dur aujourd'hui, le cinéma d'auteur. Ouais, franchement, c'est une... J'ai vu là en VOD le film de Rebecca Zlotowski sur Une fille facile avec Zaya. Ah, je l'ai pas vu, j'ai très envie de le voir. C'est bien. Excellent. C'est excellent, ouais. Un super film. Il dit beaucoup de choses et tu dis c'est dommage que ce film-là soit pas beaucoup plus mis en avant. Je pense qu'il a eu une belle petite carrière. Ouais. Mais ça raconte beaucoup de choses. Mais elle est sur forte, les femmes, sur la banlieue, sur le pouvoir. Il est super. Et moi, je préfère ça plutôt que de voir machin, là, ce faux film, cette fausse comédie à 5 balles. Bah, le 2 du truc, là. Je sais pas. Du machin, tu sais. Ah ouais, d'accord, ouais. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que vous diriez sur le métier d'auteur, là ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme conclusion ? Ah, sinon, je pourrais dire, moi, je ne bois qu'en 2 occasions, seul ou accompagné. Fred Testo. Voilà, 2020. Non, une citation, je sais pas. Il y a, comment il s'appelle ? Jacques Prévert. Essayons d'être heureux parce que, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je valide à 100%. Tu vois ? Et c'est bien parce que moi, c'est grâce à Jacques Prévert que j'ai eu envie d'être scénariste. Et on arrive là-dessus. Ouais. Et on est à 1 minute de hôtesse d'accueil. Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Jacques Prévert. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. C'était Samantha Mazera. C'était Samantha Mazera et Diane Clavier sur En mode avion avec Fred Testo. Mais du coup, on mange un dessert ou on s'arrête là ? Non, c'est fini. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, allez, s'il vous plaît, on remballe. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.